Bonjour à tous, bienvenue sur Crise et Résilience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Vincent Balouet de Maîtrise des crises et on va parler justement d'un sujet qui est le retour blackout en Espagne. Ça fait beaucoup de bruit. Bonjour Vincent, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Vincent Balouet, donc je dirige maîtrisedescrises.com, qui est un service d'analyse et recommandation pour dirigeants des entreprises. Donc notre métier, c'est de surveiller tous les grands risques, dont le blackout, mais pas seulement, de décoder tout ça pour les entreprises et de leur donner des recommandations pour dire ce qu'elles doivent faire ou comment prendre les choses quand elles arrivent. On est basé à Arradon, en Bretagne, et on fonctionne 24 heures sur 24 en permanence, bien sûr, pour surveiller toutes les horreurs qui tournent autour de nous, de la géopolitique en passant par la cyber, les infrastructures, le climat social, les conditions économiques, un éventuel retour d'une pandémie si ça vient, etc. Donc voilà ce qu'on fait. Ah, ok, c'est pas mal. Ben, on avait décidé de faire ça de façon conviviale. Donc, j'ai préparé des slides et puis on va parcourir tout simplement cette partie-là. Justement sur ce qui s'est passé le 28, c'est quand même assez conséquent en Europe. Ça montre un certain nombre de choses qui peuvent se passer, qui sont déjà passées, mais qui peuvent aussi beaucoup se passer. Puis j'aimerais bien avoir ton retour sur l'événement, de ce que l'on sait, des causes, des conséquences, et puis on va échanger par rapport à ça. Alors, le retour, il y a encore il faut mettre des parenthèses et des points d'interrogation un peu partout parce qu'on n'est pas complètement certain de ce qui s'est passé. Enfin, les choses se décantent un petit peu. Donc, le lundi 28 à 12h33, pour être très précis, il y a eu un effondrement du réseau Espagne-Portugal. Et quand je dis Espagne, c'est vraiment quasiment toute l'Espagne, pas tout, mais enfin, pas loin. Et le Portugal avec. Et donc, pour que l'électricité tombe à l'échelle de deux pays d'un coup, c'est vraiment un événement tout à fait majeur. On n'est pas sur une panne locale qui touche un quartier, une ville ou même une demi-région. C'est vraiment, tout est allé au sol et il n'y avait plus rien du tout. La panne a duré de l'ordre d'une grosse journée, on va dire, avant que ça commence à revenir et un petit peu plus avant que ça soit, disons, acceptable à l'échelle d'un pays, donc de l'ordre de 48 heures. Et depuis, ça va à peu près bien. Il y a eu d'autres petits incidents consécutifs à ça, mais qui sont à la marge. Et donc, évidemment, tout le monde se pose la question, que s'est-il passé? Alors, à la minute où je vous parle, donc je prends des précautions parce que il y a une enquête qui a été lancée par les pouvoirs publics espagnols et portugais, bien sûr, et c'est normal, mettons-nous à la place du gouvernement espagnol, il y a quand même une enquête très sérieuse qui a été lancée, et le temps que les opérateurs sortent les archives, les datas, les porte-paroles, vérifient tout ça, aillent prêter serment devant la commission d'enquête, lève le bras, dit je le jure, et qu'on y comprenne quelque chose avec les rapports rédigés, il va se passer vraisemblablement de l'ordre de 6 mois avant qu'on ait une vérité officielle. Alors maintenant, il n'est pas interdit de regarder les données qui sont disponibles en France, puisque on a RTE qui est connecté, interconnecté à nos amis espagnols, et les données de RTE sont publiques. Donc on arrive à voir un petit peu et à essayer de comprendre. Alors il y a en gros deux pistes. La première qui semble-t-il commence à s'écarter sérieusement, c'est la piste de la malveillance. Donc je la parcours très vite, mais apparemment c'est pas ce chemin-là qu'on prend, même si c'est pas encore officiel. Donc ça aurait pu être, disons, une cyberattaque qui prend quelques points névralgiques du réseau et qui fait tout tomber, ou un sabotage physique d'équipement, ou une corruption de personnes qui appuient sur les mauvais boutons sur ordre d'une puissance extérieure pour aller tout faire tomber. Donc ça, c'est la piste de la malveillance. Donc la cyberattaque n'a pas l'exclusivité dans ce genre de truc. Mais pour l'instant, les éléments qui commencent à remonter ne donnent pas cette piste-là comme étant la plus crédible. Alors l'autre piste qui apparemment tient la corde pour l'instant, mais encore une fois avec beaucoup de prudence, c'est donc un déséquilibre du réseau. Alors sans faire un cours d'électricité, mais enfin il faut quand même essayer, comprendre un petit peu comment ça marche. Installer l'électricité à l'échelle d'un pays, c'est un numéro d'équilibriste entre les consommateurs et les producteurs. Il faut que ça soit en permanence équilibré, on ne peut pas stocker. Et donc, il y a une demande d'électricité, c'est vous, c'est moi, c'est les data centers, les entreprises, etc., les trains et tout ce qu'on veut. Et puis en face, il faut mettre de la production électrique. Il y a deux façons de mettre de la production électrique pour ce qui nous intéresse. Soit on met des grosses centrales thermiques ou des barrages, alors que ça soit du nucléaire, du gaz, du pétrole, du charbon ou des barrages. L'idée, c'est de faire tourner des machines, donc avec de la vapeur, avec de la chaleur ou avec de l'eau qui tombe dans des tuyaux.
on fait tourner ce qu'on appelle des grosses machines tournantes, hein, des gros alternateurs, mais qui sont très 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 gros, qui ont beaucoup d'inertie, et avec ça, on fabrique de l'électricité. La caractéristique qui nous intéresse pour le débat d'aujourd'hui de ces choses-là, c'est que ce sont des machines qui ont une très forte inertie en rotation, hein, c'est-à-dire que quand c'est lancé à la bonne vitesse, ça continue, et donc quand il y a des perturbations devant-derrière, c'est-à-dire que ça freine un peu trop, ça accélère un peu trop, la vitesse ne change pas instantanément, et donc c'est stable en tension et c'est stable en fréquence. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça soit du nucléaire, du pétrole ou de l'hydroélectrique, ces modes de production électrique sont de puissants stabilisateurs du réseau en tension et en fréquence. Et à côté de ça, en face, on a pour l'essentiel les panneaux solaires, donc le photovoltaïque et les éoliennes, qui sont des producteurs significatifs, hein, c'est pas la question, mais qui sont pas du tout stabilisés en fréquence. C'est-à-dire qu'un panneau solaire, ça fait bouger les électrons, ça fait du courant continu. On met ça dans de l'électronique pour faire du 400 000 volts ou je ne sais pas trop quoi. Mais il n'y a pas d'inertie là-dedans. C'est de l'électronique. Donc la production photovoltaïque et éolienne apporte de la puissance, ça c'est incontestable, mais n'apporte pas de la stabilité. Donc la moindre perturbation, le système va dans le décor. Or, le 28 à 12h33, il faisait très chaud et très beau en Espagne. Les données qu'on a nous laissent comprendre qu'il y avait une part dans la production rendue aux photovoltaïques et aux éoliennes qui était très importante, beaucoup plus importante qu'en France. Et il y a eu une instabilité sur le réseau, donc un peu trop de consommation, etc. Et les ajustements n'ont pas pu se faire. Donc le système s'est complètement déstabilisé en fréquence. Donc il y avait beaucoup plus que du 50 Hz d'un côté. Je crois qu'au Canada, vous êtes en 60 hein, de mémoire, mais Oui, tout à fait, bon, on chez est nous, en c'est... 60. 110 Bon, et enfin bon, 60. fondamentalement, ça change rien. Donc chez nous, c'est 50. Mais donc il y a le nord du pays qui est parti à 52, 53, le sud du pays à 48. Et donc là, on casse tout, hein. Donc les systèmes et automatisés et humains ont fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire tout arrêter. La France, qui était interconnectée à ce moment-là avec l'Espagne, a coupé sa liaison pour protéger et la France et les autres pays qui sont derrière nous, c'est-à-dire nos amis allemands, anglais, etc. Et donc, on a laissé quelque part les Espagnols se casser la figure. Donc, tout s'est arrêté pour protéger les infrastructures, c'est-à-dire pour éviter que les câbles à haute tension fondent. Mm. Hein, c'était ça l'enjeu. Parce que là, si vous avez tous les câbles qui sont détruits à l'échelle d'un pays, c'est plus une semaine pour repartir, hein. Il faut, enfin, ah oui, non, il vaut mieux tout couper. Donc, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est une instabilité. Et le mode de production au moment où ça s'est produit n'apportait pas de garantie suffisante mécanique, hein, physique, hein, de stabilité. Donc le truc a dérivé et donc la fréquence est partie dans tous les sens. Et donc voilà, ça s'est arrêté comme ça. Alors en France, nous, a priori, on est plutôt abrités, puisqu'on a une production qui est très lourdement nucléaire et hydraulique. Et donc ça, c'est des machines tournantes qui amènent de la stabilité. Donc avant de déranger un méga alternateur, si vous voulez, en vitesse, avant de le faire accélérer, il faut vraiment que ça bouge beaucoup, quoi. Donc on ne peut pas avoir une instabilité de la même manière, en tous les cas, a priori, je dis bien a priori, chez nous. Donc voilà ce qu'on sait à l'heure actuelle sur les conséquences, enfin, pardon, les causes de ce qui s'est passé. Voilà. Mm. Ouais. Ça amène beaucoup, beaucoup de réflexions hein, sur justement la migration des anciennes façons de faire, comme tu le disais, sur la forme de roues et puis de maintenance électrique par Ah rapport oui. à ça, versus tout ce qui est solaire, éolien, où en effet, il peut y avoir des fluctuations qui sont assez conséquentes en fonction du nuage qui passe ou du vent qui baisse. Donc tout ça, Ouais, je non. pense que ça n'a pas été forcément bien euh, euh, anticipé, on va dire ça comme ça, il y a quelques années de ça, et on constate que quand il y a un nuage qui passe, là, ça nous met un peu le bazar Alors là, en dans le l'espèce, réseau. c'est pas le nuage qui est passé, hein, apparemment c'est au niveau de la demande hein, que ça a bougé, Mm. puisqu'il faisait un grand soleil sur toute l'Espagne, donc ça produisait très très Mm. bien, il y a même un excédent, mais par contre le système n'était pas stable, hein. Donc Ouais, c'est ouais. vraiment un sujet de stabilité. Et alors c'est pas du tout un discours anti-écolo de dire ça, hein, parce que Mm. Tout à fait. l'hydraulique est une énergie renouvelable Exactement. parfaitement, mais dispose par le fait que d'utilisation de turbines d'un système générateur de stabilité qu'on Mm. n'a pas du tout sur d'autres technologies. C'est un sujet technologique, hein. C'est pas Ouais, un sujet écolo, quoi. Voilà. ouais. Non, tout à fait. Je je veux surtout pas critiquer nos amis Non, non, mais moi écolos non par plus. rapport Non, à non, ça. mais C'est il faut dire parfait la comme ça. vérité. Voilà, Mais oui, en voilà. effet, on a cet enjeu-là et c'est correct comme ça, là. Mais oui, il faut le prévoir. Bon, sur cet aspect-là, en effet, c'est des choses
qui arrivent, qui sont arrivés en Espagne, qui pourraient arriver ailleurs, hein. Et en effet, ça génère beaucoup, beaucoup de tracas par rapport à ça. Euh, Au Canada, là, il y a eu comment ça s'appelle, incidents un petit peu de ce type-là, où il y a eu des coupures un petit peu assez conséquentes, hein. J'en ai nommé quelques-unes, et puis je te laisserai pour la partie France, hein, parce que oui, en effet, ça a cet enjeu de bloquer beaucoup, beaucoup de monde lorsqu'on a une coupure. Et puis, comme le sujet, c'est un petit peu le blackout, hein, ben, au Canada, il y a eu plusieurs choses. En 65, il y a eu 30 millions de personnes là, qui ont été mises dans le noir, hein, parce qu'il y a eu, à partir d'une ligne au niveau du Niagara, et puis on parlait des chutes d'eau, là, justement, là, il y a eu une coupure par rapport à ça, et ça a mis 30 millions dans le noir. Au niveau du Québec, en 89, il y a eu un orage solaire, là, et ça, c'est des choses qui peuvent arriver en ce moment. En effet, il y a des enjeux sur le soleil parce qu'il y a des tensions, enfin, il y a des orages, des éruptions solaires qui se font de plus en plus, et ça, c'est des causes possibles. Au Canada, on l'a vécu en 89. Au niveau météorologique, hein, au Québec, on l'a vécu il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 98, où il y a eu des centaines, c'est 600 kilomètres, me semble-t-il, de lignes de haute tension qui sont tombées. Et ça a généré pas mal de noirs. Et ça a duré plusieurs semaines, hein. Et c'est là où ça amène, justement, en Espagne, ce qui était intéressant, ce que tu disais, c'est que ça a été remis en état au bout de 24 heures, hein. Bah, au Canada, ça a été pas mal 5 semaines. Et puis en 2003, là, il y a eu plus de 10 millions, plusieurs jours. C'était une panne qui est venue des États-Unis au Canada. Donc on voit que ce qui se passe en Espagne, hein, qui a été quand même de grosse, grosse ampleur, hein, c'est 55 millions, me semble-t-il, en Espagne, de personnes qui se sont retrouvées dans le noir avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Donc au Canada, c'est des choses qui arrivent aussi. Donc on a un petit peu l'habitude parce que tous les hivers, régulièrement, on a des coupures de plusieurs jours. J'en ai eu une encore la semaine dernière. Donc ça, c'est des choses qui se font. En France, hein, il y a eu quelques événements qui sont passés. Je ne sais pas si tu veux en parler Oui, de ce alors qui se bon, passe en très, très France. rapidement, très Mm, rapidement. Donc celle qui ressemble le plus à ce qui vient de se passer mm, en Espagne, c'est celle de 78. Donc en 78, il y a eu une instabilité du réseau électrique chez nous. Et donc, il y a eu une ligne, si tu veux, qui était trop chargée, donc un câble à haute tension, hein, qui était trop chargé, qui menaçait de s'échauffer et donc d'être endommagé, de fondre, hein, tout mm. simplement. Et donc, il a été sorti du réseau et puis le trafic a été redistribué sur d'autres lignes environnantes. Et de proche en proche, elles se sont elles-mêmes retrouvées surchargées, etc. Et donc, le pays entier est tombé. Mm, Donc en 78, on a eu quelque chose qui ressemble assez bien alors c'était pas une histoire de panneau solaire, mais enfin bon, mm. on a une catastrophe en chaîne, et donc le pays était par terre. Donc c'est reparti le soir, et avec beaucoup de douleur, et on a vraiment eu tout le pays, quoi, hein, c'est pas compliqué. En 1999, c'est autre chose. Ce qui s'est passé, c'est lors de la tempête. Donc on a eu une très très grosse double tempête le 26 et 27 Mm, décembre 1999, donc c'était 4 jours avant le bug. mm. Et Et on en a plus, oui. eu, oui, je m'en souviens un peu quand même, là, Oui, parce oui, que oui, j'étais oui. J'avais pas particulièrement percuté bien quand j'ai placé. préparé le slide, là. Bah oui, voilà. Ouais. Oui, donc j'ai piloté l'affaire en 2000 pour la France, donc j'étais un peu au courant de ça. Et donc Mm, très très rapidement, donc il y a eu deux coups de vent très forts, avec du 220, 230 km/h de vent un peu partout quand même, hein, donc ça a vraiment tapé fort. Et on a eu un tiers des lignes à haute tension de l'électricien français qui sont allés au sol, un tiers. Donc là, le système fonctionne plus du tout. mm, Et donc, c'est nos amis allemands, anglais, belges et canadiens qui mm. sont venus nous aider à bûcheronner, enlever les arbres en travers, venir avec des hélicoptères, retirer les câbles, remettre les pylônes debout, etc. Et donc, pour la petite histoire, hein, le Canada est venu nous prêter main forte sur la partie tronçonnage, parce que Mm. Donc on on a a des l'habitude. bûcherons qui sont très très bons, mais pas aussi Ouais, bons que les clairement. excellents bûcherons canadiens. Et donc, fort heureusement, la solidarité a bien fonctionné. Et donc, on a pu remettre. Ça a duré un bon moment, hein. Et dans certains villages en France, c'est parvenu tout de suite. Alors, en 2006, on a eu aussi
un déséquilibre fréquence qui a touché donc une partie importante. C'était une histoire de passage de bateaux sous une ligne à haute tension dont l'annonce de la coupure n'avait pas été suffisamment préparée. Et en 2025, on a eu dans le sud de la France, mais là, ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Donc voilà. Bon. Alors en gros, donc ça peut arriver de temps en temps. Par rapport à ce qu'on est en train de se dire, il faut un petit peu se méfier des pays dont le mix énergétique est fait de trop peu de machines tournantes à forte inertie. Mm. Et donc, a priori, j'avais tendance à dire qu'en France, on est plutôt dans le bon pays, là, pour le coup, Mm. et que les pays qui ont fait des choix politiques se retrouvent avec des technologies qui n'amènent pas de la stabilité en fréquence, et donc c'est un petit peu plus fragile. Voilà. Ça, on en revient, hein, c'est vraiment un Mm. risque sur le mix énergétique par rapport à ça. Si on n'est pas, sinon, pas préparé, ça va se poser. Le suite de la question, en fait, le risque peut-il se produire en France ou au Canada par rapport à ce qui s'est passé en Espagne? Au niveau du Canada, là, moi, j'imagine très très bien que ce genre de choses-là pourrait très très bien arriver. Je parlais tout à l'heure justement des éruptions solaires. C'est un gros risque par rapport à ça. On a beaucoup de feux électriques, hein, pas de feux électriques, de feux de forêt qui vont qui courent sur les lignes électriques qui sont pas loin et donc ça peut nous générer beaucoup de dégâts par rapport à ça. Donc ça, c'est un enjeu au Canada. On a eu plusieurs incendies importants qui ont coupé des sections aussi. Euh, Au niveau redondance électrique, hein, bah, je pense que Hydro-Québec gère très très bien ça, là. Il n'empêche qu'on peut, à mon avis, avoir des problèmes. Au niveau de la France, hein, EDF, là, comment ça se présente? Ça s'appelle plus EDF d'ailleurs, hein. Il a fallu qu'on serre les fesses, si je puis dire, en 2022. Alors Mm. en 2022, on a eu plusieurs phénomènes qui se sont déroulés de manière tout à fait ponctuelle et qui a priori sont complètement réglés, mais enfin tout de même, j'y reviens juste en une minute. En 2022, on a eu la maintenance des réacteurs nucléaires chez nous qui a été perturbée par le Mm. Covid. Mm. Donc en gros, tout le monde n'était pas là au bon moment pour faire la maintenance des réacteurs de manière optimisée, c'est-à-dire plutôt à la saison chaude quand on s'en sert pas trop pour préparer l'hiver, pour dire les choses rapidement. Aussi bien au niveau des gens qui font ça que des approvisionnements en pièces détachées, en matières premières, etc., pour faire les maintenances en question. Donc la maintenance a été désorganisée. Voilà. Donc il y a un petit peu de pagaille là-dessus, et donc ce qui devait être complètement optimisé s'est retrouvé pas optimisé du tout. Et petit 2, il y a eu des visites techniques sur un certain type de réacteur et qui ont mis en évidence des fissures sous contrainte, c'est-à-dire dans la zone nucléaire, donc pour y aller, c'est pas pratique, qui ont dû être inspectées, et il s'est avéré que ces fissures étaient présentes. Alors ces fissures ne présentaient pas un risque considérable, mais il fallait quand même le faire. Et ces fissures étaient présentes sur un très grand nombre de réacteurs. Mm. Donc du coup, il a fallu les arrêter, enlever ce qui fâche un peu dedans, faire venir des soudeurs. Alors c'est nos amis américains, cette fois-ci, ils sont venus nous aider parce qu'on n'avait pas assez de soudeurs chez nous pour faire ça rapidement. Et donc ça a pris des mois, cette affaire-là. Et donc on avait un parc nucléaire qui n'était pas disponible du tout entre les opérations de maintenance et les opérations de soudure. Alors au lieu d'avoir, on a 56 réacteurs pour un petit pays comme la France, c'est beaucoup. Mais là, on en avait plus que 15 ou 20, quoi. Enfin, on Mm. était complètement pas du tout Mm. dans les clous. On a été obligé d'importer de l'énergie de partout, de redémarrer les centrales à charbon, ce qui n'est pas tout à fait souhaitable du point de vue CO2, évidemment. Bref, on a passé l'hiver de manière vraiment. Enfin, RTE avait commencé à mettre un plan en disant attention, risque de blackout. Et il se serait déclenché ce blackout si on avait eu très froid. Mm. Si on avait eu un grand coup de froid, comme ça arrive souvent, enfin de temps en temps. Et là, non, on a eu du bol. Vraiment, on a eu du bol, hein. C'est la chance qui nous a sauvés. On a eu un hiver extrêmement doux. On était à 7 ou 8 degrés au-dessus des normales au moment le plus dur. Et donc, du coup, avec ce qu'on avait, c'est passé. Bon, enfin, dans les entreprises, on avait quand même vérifié, on avait fait plein de gasoil, etc. Enfin, on s'était préparé quand même, hein. Voilà, voilà ce qui s'est passé en 2022. Normalement, ce truc-là est derrière nous. Alors, est-ce que ça peut se produire en France? Je pense qu'il y a trois façons de faire un blackout chez nous en France. Le premier, il ne faut pas le négliger non plus, c'est que de temps en temps, quand il y a des grosses grèves, nos amis syndicats, de temps en temps, coupent le courant à l'échelle d'une ville. Alors, c'est pas un Mm. complet blackout pays, mais ça peut être un blackout ville. Et ça, c'est arrivé à plusieurs fois, à Angers, à Saint-Nazaire, par exemple, où des manifestants sont rentrés dans les postes sources et ont appuyé sur le bouton, hein, pour dire les choses. Alors, ça, c'est corrigé en une journée, mais enfin, en une journée, il n'y a plus rien dans les hôpitaux, dans les cliniques, enfin, tout tombe, hein, tout tombe. Donc,
Bon, si on devait avoir, pour des raisons XY, un climat social absolument délétère chez nous, ce qui n'est pas le cas du tout, hein, ça pourrait déraper un peu. La seconde, c'est une canicule beaucoup trop marquée en été. Alors, quand il y a grosse canicule, dès que le soleil est couché, il y a plus de solaire, c'est des conditions anticycloniques, il y a pas d'éolien. Les barrages sont souvent un peu vides, donc on a du mal à turbiner, et le nucléaire, pour le coup, est juste, quoi. Et donc il faut rentrer dans des processus de, baisser votre clim, on baisse l'industrie, on ralentit les TGV. Le plus gros consommateur électrique en France, c'est les trains, hein. Ok. Ok. D'accord. Donc, alors ça, c'est très très bien, parce que ça veut dire que les pouvoirs publics passent un ordre à la SNCF en disant vous ralentissez les trains, et tout de suite on dégage l'équivalent de 3, 4, 5 réacteurs. Ok. Donc c'est considérable. Donc là, ça c'est vachement bien en termes de Ouais, stabilité. c'est un bel Alors ajustement de. Ouais. ah oui, 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 oui. Donc les trains n'arrivent pas à l'heure, mais bon, pendant 24 à 48 heures, c'est pas grave, on s'en remettra, et du coup, on récupère et on a de l'électricité dans les hôpitaux, quoi. Et ça, c'est à la main de l'État. Donc ça, c'est un truc qui est très pilotable. Et ouais, ouais, non, ça c'est très très bien. Donc on peut avoir ça l'été et on peut avoir ça l'hiver pour les mêmes raisons. C'est-à-dire si on a un hiver sec, très 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 dur, très très froid. Alors je sais bien que vous ça vous fait rigoler, mais nous on n'est pas habitués à ça. Et donc pareil, le soleil se couche tôt, pas de solaire, c'est anticyclonique, pas d'éolien. Si nos amis allemands sont un peu dans la même panade, bah, ils vont se garder l'électricité chacun pour soi, ce qui est un peu la règle. Et là, on peut être un peu juste. Et comme c'est très électrifié chez nous, y compris le chauffage, 1 degré, c'est un réacteur nucléaire en plus, hein. Donc s'il fait vraiment très 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 froid, on est 10 degrés en dessous des normales, 10 réacteurs de rab, on les a pas, hein. Mm. Donc là, pareil, on est obligé de ralentir les trains, de demander à l'industrie de se calmer pour passer la crise, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est les deux scénarios, mais le scénario techno qui s'est produit en Espagne, a priori, on est plutôt abrité. Vous êtes plutôt abrité, ouais. Mm. Il y a aussi l'aspect, tu parlais du mouvement social. Mm. C'est du sabotage quelque part, hein, disons les choses comme Oui, oui, comme oui, elles oui, sont là. oui, bien sûr, bien sûr. Ce genre de choses-là peut arriver. Tu parlais de ville, ça peut très bien arriver au niveau d'un État complet, là. Dans ce cadre-là, là, ça va générer beaucoup d'effets de bord sur ce qu'il en est. Et est-ce que ce genre de menace-là, là, au niveau de la France, là, parce que bon, tu parlais d'un système social assez stable actuellement, là, vu de l'extérieur, moi je trouve personnellement que c'est pas mal, ça bouge quand même pas mal. Au Québec, c'est pas du tout la même chose au niveau des mouvements sociaux, c'est pas la même approche. Ça piquette au Canada, là, en Mm. France, ça brûle des bagnoles. Donc, ce genre de menace-là, là, si c'est coordonné, on peut mettre la France à plat. Alors, bah, sur le papier, oui. Mm, Sur le papier, s'il y a des fous furieux qui rentrent dans tous les postes mm, faux sources, mm, enfin suffisamment en tous les cas en France, sur le papier, oui. Maintenant, l'expérience montre que c'est souvent des actes isolés de mm. quelques personnes, parce qu'on ne rentre pas dans un poste source comme ça, hein. Non, Il ça faut c'est des clair. clés, il faut savoir où marcher, c'est extrêmement dangereux. Si on marche à côté des clous, on s'en prend une et c'est fini. Mm, Il faut savoir sur quel bouton appuyer. Enfin, attention, hein, c'est pas pour mm, les enfants ce truc. Et donc, c'est forcément des gens qui savent, donc plutôt de l'intérieur. mm, Et donc, des guerriers venus d'un autre pays qui viendraient prendre d'assaut des postes sources pour mm. appuyer sur les bons boutons dans le bon ordre, ça commence à être un peu du Ouais. scénario hollywoodien. J'y crois moins qu'une tempête, voilà. J'y crois Mm. nettement moins qu'une tempête. Alors, par contre, que des fous furieux syndiqués sur un ou deux ou trois postes sources fassent ce qu'il faut pas faire, ça c'est possible. Mais à l'échelle d'un pays, chez nous, ça me paraît Ouais. disons, pas un peu compliqué. Alors, quant au climat social, je touche du bois, en ce moment, c'est plutôt pas mal. Mm. Les Jeux Olympiques à Paris nous ont insufflé une sorte de vaccin bonne humeur qui a encore des effets Mm. secondaires à l'heure où on se parle. Alors, de temps en temps, ça retombe trois bagnoles, ok, mais enfin, ce qui s'est passé à Paris il y a 2 jours, là, c'est pas du tout significatif. Et très Mm. franchement, il s'est passé un truc l'été dernier, et là, pour l'instant, ça va. Alors maintenant, on peut avoir un truc qui se retourne, hein, c'est tout à Mm. fait possible. Enfin, conjoncturellement, si tu veux, là j'ai plus peur d'un gros coup de froid, d'une grosse Ouais. tempête ou d'une énorme inondation à Paris que de ce genre de truc-là, quoi. Ok. J'avais une autre question et puis je l'ai oublié. Ah oui, si, sur l'aspect cyber, justement, parce que Oui. je vais revenir avant le cyber. On le voit, ce que tu disais, là, le fait de péter des systèmes électriques, hein, avec la Mm. guerre qui est en Russie et puis Ukraine, là.
Les Russes essayent de taper sur tout ce qui est électrique pour faire tomber l'électricité. On voit que c'est pas non plus hyper facile. Ils réussissent par moment, là, mais ça se reconstruit assez rapidement. Et pourtant, il y a une volonté de nuire par rapport à ça. Donc, je rejoins ce que tu dis là au niveau social. Il faut vraiment que les gens veulent aller faire ça, là. Il y a des conséquences derrière ça, là, qui sont aussi assez punitives. Donc, je pense pas que ça peut se faire non plus comme ça. L'autre point, c'est au niveau cyber. On le voit, hein, il y a plein de monde à travers, enfin plein de personnes à travers le monde, plein de groupes à travers le monde qui veulent pas forcément du bien des pays occidentaux, etc. Et c'est clair que C'est sûr. l'électricité, c'est un petit peu la base de tout. Qu'est-ce que tu en penses, ça, au niveau, justement, risque cyber sur les organisations, aussi bien en France, en Europe qu'au Canada, là. Alors, j'ai pas alors, c'est des informations assez sensibles et j'ai pas Ouais, accès à c'est clair. tout, hein, pour que les choses soient Mm. bien claires. Donc, j'ai 40 ans de cybersécurité derrière moi, donc c'est déjà Mm. pas mal pour Mm. essayer de comprendre, mais je ne suis pas ni habilité au passage, Mm. et j'ai pas accès au dossier, au fin fond du dossier. Clairement. Alors, il me semble quand même que, évidemment, nos amis électriciens de tous bords, hein, c'est-à-dire les producteurs, les transporteurs et les distributeurs, sont évidemment sensibles aux questions de cybersécurité. On a un organisme en France qui s'appelle l'ANSSI qui est en charge de ça, c'est-à-dire Mm. d'assurer la cybersécurité de ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, les infrastructures pour faire simple. Mm. Alors, Mm. il n'y a pas que l'électricité, hein, Mm. l'eau, le gaz, les Mm. télécoms, etc. Tout à fait. Et donc là, c'est une organisation de l'État, l'ANSSI, qui est bien staffée, il y a du monde, il y a de la Mm. ressource, voilà, c'est pas du tout un truc qui est fait à la légère et avec des compétences en nombre alors, on peut toujours en vouloir plus, mais enfin, les gens sont bien formés, ils font des exercices tout le temps, ben, ça va quoi. Donc, et chez les opérateurs, y compris chez les autres, hein, chez les télécoms, etc., ils font des exercices en permanence. Il y a des boîtes où ils font un exercice cyber méchant chaque semaine. Mm. Bon, Mm. donc ils ne sont pas non plus tombés de la dernière pluie. Donc il y a du monde dans la caserne, beaucoup, beaucoup de Mm. monde dans la caserne. Alors ensuite, l'informatique d'un grand opérateur d'importance vitale est quand même très diverse. Il y a bien sûr, ce qui nous intéresse là, c'est en gros la robotique qui fait que l'électricité est distribuée proprement partout dans la prise, Mm. ce qui est plutôt de l'informatique industrielle. Et puis, il y a toute l'informatique de gestion, la facturation, les ouvertures, les Mm. abonnements, les clients, les machins, la pub, tout ce qu'on voudra. Et Mm. quand il y a une cyberattaque sur mon EDF à moi qui me donne ma consommation en temps réel sur mon smartphone, c'est pas ça qui éteint une centrale nucléaire. Et Mm. pourtant, c'est une cyberattaque contre un opérateur d'importance vitale. Bon. Mm. Donc il ne faut pas tout mélanger là-dedans. Mm. Et quand il y a une cyberattaque sur un opérateur, il faut faire le tri entre des choses qui sont regrettables, qui diffusent des informations personnelles, par exemple. Piquer des mots de passe, c'est jamais bien. Mais entre ça et appuyer sur le bouton rouge dans une centrale nucléaire, il y a un univers. Mm. Et là-bas, pour les centrales, pour le peu que j'en ai visité, c'est complètement coupé du monde. Mm. Et pour couper, il faut appuyer physiquement sur un bouton. On fait pas ça à distance en jouant avec sa PlayStation, quoi. Enfin, Mm. voilà, faut se revenir à des choses un peu raisonnables. Donc, alors, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, c'est pas ce que j'ai dit, mais les gens, en tous les cas, qui s'occupent de ces questions-là, notamment dans un pays comme la France ou le Canada, enfin, on est des pays instruits quand même, avec des bonnes écoles, des bons ingénieurs qui sont sérieux. Il y a suffisamment de monde dans la caserne pour qu'on puisse dormir sur nos deux oreilles. Maintenant, leur boulot aussi, c'est d'être vigilant aux attaques de demain. L'arrivée Mm. de l'IA là-dedans, etc. Mais a priori, je suis plutôt confiant dans les dispositifs qui sont en place, quoi. D'accord, ok. Bon, bah, c'est plutôt rassurant pour les personnes qui Ah nous oui, oui, écoutent. oui, 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 oui. Si on veut faire mal à la France, c'est pas par là qu'il faut taper. C'est pas par là. Ouais, c'est ça. Mais ça, on n'abordera pas sur les trucs comment faire, là, parce on n'a pas à aborder ça. Bon, bref, peu importe. Ok, super, je vais passer à la question suivante. Euh, Pourquoi, oui, justement, pourquoi est-ce qu'on peut avoir un blackout? Et puis là, j'avais noté cinq points. Je ne sais pas si tu veux aborder un des points, et puis à la rigueur, moi, j'en prendrai un autre, hein. Je te laisse Alors choisir, chez s'il te nous, plaît. chez nous en France, hein, donc chez nous en France, donc conditions météorologiques extrêmes, oui, incontestablement, et c'est déjà arrivé. Donc en 99, deux tempêtes super costauds, et on a le réseau qui est par terre. Physiquement, hein, les pylônes étaient par Mm, terre. mm, 30% des pylônes France par terre, ça marche plus. Ouais, voilà. Alors, incident humain et accident, j'y crois beaucoup moins. mm, Mais sait-on jamais. Mais enfin, quelqu'un qui appuie sur le bouton, il dit oups, et de proche en proche, on a un pays par terre. Franchement, j'y crois pas trop. mm,
Vieillissement et défaillance des infrastructures. Alors ça, par contre, j'ai aucune idée de l'état de fiabilité et de la tenue à la température. Par exemple, quand il fait 40 ou 50 degrés sur un poste source, moi, je ne sais pas si ça fonctionne bien avec un climat qui dérive. Mm. C'est des installations qu'on ne change pas tout le temps, hein. On n'est pas sur Ouais. l'informatique où on jette un PC portable à la poubelle tous les 4-5 ans. Un poste source, c'est de l'électromécanique géante. Enfin voilà, c'est des trucs qui ont une durée de vie de 40, 50, 60 ans. Le climat dérive. On a des moyennes de température l'été qui peuvent monter très très fort. Et donc, il peut y avoir un petit écart de spécification entre ce pourquoi ça a été conçu Mm. et les conditions réelles d'exploitation 40 ans plus tard. Voilà, je vous voilà. Alors, végétation, oui. Donc nous, on a beaucoup d'incendies de forêt, comme chez Oui. toi au Canada, sans doute. Et donc quand les Canadair, qui sont des avions canadiens au passage, Mm. quand les Canadair larguent de l'eau dans les forêts en feu, on coupe le courant au sol, hein, toujours. Mm. Parce que il faut pas faire ça. Et donc les aviateurs, quand ils disent il faut bombarder à tel endroit, enfin de l'eau, hein, et qu'il y a, qu'il y a une voie haute tension au sol, ils passent un coup de fil à RTE et qui coupent tout. Et ça, c'est à chaque fois. Et donc les incendies de forêt sont des générateurs de blackout locaux, hein, à l'échelle Mm. d'un territoire, on va dire. Voilà. Et alors la faune, nous, alors pas du tout, pas du tout, du tout. Donc les sauterelles géantes, les ours et les loups et tout ça, et les orignaux ou les orignales, ne sont pas en nombre suffisant pour nous inquiéter à ce stade. Voilà. Ah, c'est bon. Justement, moi, parce que tout le reste, là, pour le Canada, c'est pas mal la même chose qu'en France, hein, des Oui, forêts, il y en a plein qui brûlent, surtout ces derniers temps. Au niveau incident humain, à moins d'un sabotage, je pense que les personnes, en effet, sont ouais, très, très bon. bien formées, j'y crois pas trop. Vieillissement des faïences, hein, ben, là aussi, ça rejoint les conditions, sauf que nous, on a une plage de température certainement plus large, parce que ça va de -50 à +40, donc là, la tolérance reste quand même assez correcte. Végétation, oui, on en a plein et puis c'est conséquent. Et puis sur la faune, je discutais avec Steve Waterhouse, qui est un spécialiste dans la cyber, et il parlait d'un site, hein, et les premières cyberattaques, en fait, elles viennent d'écureuils qui bouffent les câbles, ce genre de choses, ou qui se font électrocuter. Donc il y a beaucoup, beaucoup de pourcentages en fait qui viennent de la faune au Canada. Donc c'était drôle. Donc on est plus touché par la faune au Canada Ah, ça peut qu'en arriver, France. hein, ça peut arriver, mais enfin, a priori, c'est plutôt rarissime. Voilà. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mhm. Ok, good, parfait. Ensuite de ça, là, on a vu qu'il y avait des risques, qu'il y avait des choses, il y avait des conséquences. On a vu avec l'Espagne sur 24 heures, un pays entier, ça pouvait faire. Donc il y a des conséquences par rapport à ça. Bah, ça peut être intéressant de regarder les recommandations. Donc Ouais. j'en ai noté 8 par rapport à ça. Bah, je te laisse naviguer là-dessus. Alors, juste avant ça, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé en Espagne en termes de conséquences. Oui, tout à fait. Alors, il s'est passé, alors j'ai pas toutes les infos évidemment, hein, tout le monde ne me passe pas un coup de fil à moi personnellement pour me dire Mmh. voilà ce qu'on a eu, mais enfin, il n'est pas interdit de réfléchir, et donc on peut raisonnablement résumer les choses avec trois catégories de conséquences. La première, c'est tout ce qui était en Espagne au moment où ça a coupé, derrière un groupe électrogène. Mmh. Alors que ce soit des hôpitaux, des data centers, tous des immeubles grande hauteur, des centres de télévision, tout ce qu'on voudra, derrière un groupe électrogène. Un groupe électrogène, c'est fait pour ça. Mmh. C'est précisément fait pour une coupure qui dure, disons, quelques heures à un jour ou deux. Il y a un réservoir de gasoil, c'est testé, c'est mis en route tous les mois pour faire un essai pour voir si ça marche, c'est dimensionné si c'est fait par des professionnels de manière raisonnable, et ça démarre tout seul avec des automatismes qui sont contrôlés, maintenus. Bon. Donc si c'est fait normalement de manière professionnelle, tout ceci a fonctionné tout à fait normalement. Mmh. D'accord? Donc tout ce qui était derrière un groupe, en Espagne, quand il y a eu le blackout, un gros data center par exemple, normalement, les conséquences de ça ont été voisines de zéro. Mmh. Alors après, le data center s'arrête parce qu'il n'a plus rien à faire, parce qu'il n'y a plus personne à brancher sur lui. C'est une autre question. Mmh. Mais en gros, il tourne, le voyant vert est allumé et la clim fonctionne, hein, pour dire les choses rapidement. Donc tout ce qui était derrière un groupe, a priori, n'a pas été touché ou complètement à la marge par ce qui s'est passé. La deuxième catégorie de conséquences, c'est ce qui était derrière des onduleurs, disons des batteries pour résumer un Mmh. peu. Alors là, pour le coup, c'est pas fait pour ça du tout. Un onduleur, ça sert à faire, à prendre de l'électricité et à la délivrer Mmh. de manière très qualitative, c'est-à-dire sans Stable, oui. micro-coupure, Mmh. ouais, super stable en fréquence, etc.
et avec des batteries de soutien qui tiennent, disons, de l'ordre de la dizaine de minutes, voire 20 de temps en temps. Je veux bien en pleurant qu'on ait une demi-heure, mais c'est le bout de la Terre. Donc de toute façon, ça ne tient pas la journée du tout. Là, pour le coup, c'est parfait pour ça. Donc tout ce qui était derrière des onduleurs, c'est cassé la figure. Mm. Ça, c'est archi clair. Alors, ça se tombe de façon différente, où les gens ont les yeux ouverts et ils coupent proprement avant que ça tombe complètement. Et donc, on éteint l'ordinateur propre pendant les 10, 15, 20 minutes. Et à ce moment-là, on a un ordinateur qui est prêt à repartir sans trop de casse a priori. Mm. Soit on n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe et les 10 minutes sont écoulées et les machines s'arrêtent comme elles s'arrêtent, c'est-à-dire mal. Mm. Et là, on s'en aperçoit qu'au redémarrage. Et au redémarrage, il y a eu des cartes mères grillées, des alimentations grillées, des bases de données ouvertes, un peu tout ce qu'on veut. Mm. La téléphonie mobile, partout dans le pays, est tombée, en gros, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure après le blackout. Mm. Pourquoi? Parce qu'un émetteur de téléphonie mobile, un téléphone cellulaire, comme on Mm. dit chez vous, il y a un pylône, des antennes, en bas et en bas, il y a une armoire avec un petit local technique, et là-dedans, il y a des onduleurs. Et les onduleurs, c'est pas des groupes, hein. Et, enfin, en tous les cas, pas chez nous. Et les onduleurs, ça tient de l'ordre de la dizaine de minutes, et donc au bout de 10 minutes, terminé, bonsoir, plus de téléphonie mobile. Mm. Voilà. Donc c'est tout ce qui était derrière des onduleurs. Alors ça, on a eu ça dans plein d'équipements. Les informations espagnoles ont remonté le cas de 4 morts de personnes qui Oui. avaient un respirateur Mm. à la maison et qui étaient tenus par des petites batteries, mais des batteries de l'ordre de la dizaine de minutes pour la micro-coupure, quoi. Et donc, le respirateur s'arrête et donc le bonhomme qui était branché dessus s'est arrêté aussi. Mm. Donc, c'est 4 personnes à l'échelle d'un pays. Voilà, c'est toujours un drame, bien sûr, Mm. mais on n'a pas eu non plus une hécatombe absolue. Et puis après, la troisième conséquence, c'est tout ce qui n'est pas ni derrière un groupe, ni derrière un onduleur. Donc, c'est les particuliers, les toutes petites PME, les restaurants, les machins, les frigos chez les commerçants, la boucherie du secteur, etc. Mm. Là, on laisse la porte du frigo fermée parce que sinon, ça va pas. Et puis, on met tout le monde dehors en attendant que ça revienne. Et donc, là, par contre, il y a eu de la nourriture fraîche jetée. Il y a eu les chaînes du froid ont été rompues. Sur 2 jours d'arrêt, là, ça tient pas bien quand même, hein. Donc là, les chaînes du froid ont été rompues un peu partout. Et puis là, c'est les feux rouges, c'est les pompes à essence qui marchent plus, c'est tous ces trucs-là Les de la moyens vie de paiement. quotidienne qui s'arrêtent le temps de la panne. Soit dit en passant, nos amis espagnols ont remis le réseau en route en gros un peu plus d'un jour. C'est très très bien, hein. Ouais, clairement, oui. Pour un pays entier, Remettre oui, c'est 2 sûr. pays debout, ah oui, Ouais. remettre 2 pays debout comme ça, avec ce qui s'est passé, franchement, j'étais assez étonné. Je me suis dit, on est parti pour du 3-4 jours au début, hein. Parce que je me suis dit, il va y avoir de la casse, il va falloir changer des équipements, la maintenance, faire venir les pièces détachées, il n'y a pas d'informatique, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, enfin, ça va être le bazar. Et en fait, ils s'en sont plutôt très très bien sortis, avec une durée de crise qui intrinsèquement est très très convenable. Alors là-dedans, donc voilà les 3 causes, hein, les 3 conséquences. C'est tout ce qui était derrière un groupe, ça va. Tout ce qui était derrière une batterie onduleur, ça s'est arrêté plus ou moins de traviole. Et comme il y a des batteries, c'est des équipements qui sont un peu importants, stratégiques. Et puis tout ce qui est derrière rien du tout, mais qui est en général beaucoup moins important. Alors, je parcours ton slide là. Donc, intégrer le blackout au PCA, oui, évidemment. Alors, on a une petite. Je vois qu'il y a une histoire juridique derrière, donc j'en parlerai un petit peu plus loin. Donc, ça, oui, à l'évidence. Qu'est-ce qu'on fait si son fournisseur, par exemple, est victime d'un blackout, c'est un data center. Moi, j'héberge des données à l'extérieur chez un prestataire de cloud. Il faut que je pose la question, qu'est-ce qui se passe quand ça tombe, quoi. Et la bonne réponse, c'est j'ai un groupe, c'est testé, ça marche. Voilà. Les alimentations, alors évidemment, générateur, onduleur, autonomie, etc. Alors, petite anecdote. J'ai eu l'occasion de discuter avec nos amis américains en Californie, où la distribution électrique n'est pas très stable, hein, c'est pas comme en France en tous les cas. On fait des tas de trucs pas bien, mais ça, on le fait mieux qu'eux. Et donc, chez nous, dans les data centers, la taille de la cuve à gasoil, à diesel, elle est de l'ordre de 2 à 3 jours. OK. D'accord? C'est dimensionné pour avoir en gros de l'ordre de 2, 3 à 4 jours, c'est un ordre de grandeur. Les data centers aux États-Unis, c'est plusieurs semaines, hein. OK. Donc ça dit des choses de la qualité et de la stabilité électrique. Donc évidemment, quand nous on part d'un monde super stable à un monde dégradé, on n'a pas les cuves à fuel qui sont dimensionnées comme ça va bien.
Alors que eux, s'ils reviennent vers nous, évidemment, ils sont plus confort. Donc là, il faut qu'on soit, nous, en tous les cas, vigilants là-dessus. Bon, les processus, bien sûr. Sur des pannes électriques qui durent 24 à 48 heures, le processus, c'est on attend que ça revienne. Hein. Enfin, Ouais, clairement. ouais, enfin, sauf des trucs non-stop. Enfin, en gros, Mm. bon. Sécurité des personnes et des équipements, oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir en plus de la cyberattaque là-dedans, bah, pourquoi pas, hein, il faut faire un petit Mm. peu attention quand même. Mm. Communication, coordination, oui. Alors, surtout quand la téléphonie marche pas, c'est pas pratique. Pour piloter une cellule de crise sans téléphone, c'est quand même emmerdant. Enfin, et ni Internet, ni rien. Hein. Et là, pour le coup, quand ça tombe, ça tombe. Hein. Ouais. Ah oui. Donc là, c'était couru d'avance. Nous, ici en France, les plans 2022 dont je parlais tout à l'heure, qu'on avait fabriqués pour les entreprises, on s'était dit, attention, au-delà d'une panne électrique de 10, 15, 20, 30 minutes, il n'y a plus de téléphonie mobile. Hein. Mm. Mm. Et les opérateurs l'avaient dit d'ailleurs. Hein. Les Ouais, opérateurs clairement. étaient montés au créneau. Il y a une conférence de presse d'Orange chez nous, hein, SFR qui sont nos opérateurs à nous. Et ils sont montés, ils ont pris un micro, ils ont dit attention, les antennes téléphoniques ne sont pas derrière des groupes électrogènes. Hein. Mm. Voilà. Ouais. Alors, chaîne d'appro, oui. Alors là, par contre, je le joins avec, si tu veux bien, avec le point d'après. C'est que Ouais. nous, de ce côté-ci de l'Atlantique, nous avons un bidule qui s'appelle les instances européennes. Mm. Et nous avons deux réglementations qui sont en train d'arriver, qui sont en service depuis très peu de temps et qui sont en déploiement chez nous, concernant la sécurité, la cybersécurité d'un côté et la résilience de l'autre, qui s'appellent NIS 2 Mm. et DORA. Ouais, tout à fait. Vous avez dû entendre parler. Alors NIS 2, c'est la cyber sur les opérateurs d'importance et leurs fournisseurs, mais de manière très très large et très étendue. Donc Mm. là, on est en plein dans le mille. Et quand je dis cyber, c'est pas forcément une cyberattaque avec de la crypto. Mm. Hein. Il n'y a plus de jus, ça marche plus, c'est de la sécurité informatique. Hein. Mm. Et Dora, qui est un regard beaucoup plus résilience et continuité, mais que pour la partie financière, c'est-à-dire banque, Mm. assureur et intermédiaire financier. Alors là, un scénario de blackout chez un prestataire que vous avez en Allemagne, qui est un pays un peu fragile du point de vue techno, comme on l'a dit tout à l'heure. Bah, moi, j'ai en face de moi un interlocuteur qui bosse dans le secteur banque-finance et son data center est en Allemagne. Je suis désolé, il va falloir qu'il me fournisse les preuves par A plus B que Mm. tout fonctionne bien, y compris quand il n'y a pas de courant. Donc, il y a et idem au passage avec le sujet câble, hein, les robots Mm. découpeurs Mm. chinois, russes et compagnie, là, dont on a un peu parlé, c'était avant. Mm. Vous avez un data center à Hong Kong ou je sais pas trop quoi. Enfin, il y a des tas de pays hein, qui ont les data centers de l'autre côté de la planète. Hein. Il y a plein de multinationales qui sont comme ça. Ouais. Et là, je regrette infiniment, mais c'est l'objet des réglementations dont je viens de parler. C'est l'objet. Mm. Donc, attendons-nous à avoir un renforcement des audits sur les thèmes de la cyber-résilience et de la continuité opérationnelle, incluant maintenant coupure télécom au fond des mers, panne Mm. électrique majeure. Ça, alors là, Mm. et donc là, c'est en train de se faire en ce moment, et rendez-vous au mois de septembre pour en parler. Mais ça, on y va. Et c'est normal, du reste, moi je trouve ça assez normal. Ouais, clairement, oui. Ben oui, sinon ça sert à rien, quoi. Mm. Mm. Voilà. Et après, gestion de l'énergie, délestage, efficacité, priorisation, réduction, oui. Alors c'est surtout pour les gros consommateurs et pour l'industrie et les très gros data centers. On peut gratter un data center en éteignant ce qui pompe du jus pour rien. Mais Mm. c'est pas imbécile de dire, quand il y en a moins, essayons de l'économiser, quoi. Mm. Bon, voilà. Ouais, clairement. Mais sinon, c'est ça, hein, c'est ça. Tes recommandations font tape dans le mille. Hein, c'est Ouais. absolument ça. Je vais revenir sur la communication parce que c'est clair Mm. qu'en cas de crise, la communication, c'est quand même pas mal le nerf de la crise, là, notamment dans les premières minutes quand tu vas falloir informer tout le monde et prévenir tout le monde. Là. Ce qu'on met en place, hein, c'est généralement pour prévenir justement les ruptures de communication, dans le cadre de blackout ou d'autres raisons, là, c'est en fait de prévoir que les personnes soient autonomes du moment qu'elles n'arrivent plus à se connecter. Et donc, elles ont une procédure hein, d'autonomie. Donc, elles n'arrivent plus à se connecter. Elles vont sur le site de repli physique dans lequel la cellule de crise va s'automatiser. Donc, ça, c'est une des façons que l'on met en place. Il y a d'autres façons qui se font aussi, mais je pense qu'en France, c'est la même chose. C'est la réquisition des forces de l'ordre pour aller réquisitionner les personnes directement chez elles et les ramener sur le lieu. Donc ça touche certaines catégories, hein. Ça touche pas l'épicier du coin, là, ça va de soi. Mais tout ce qui est médical, tout ce qui est énergie, Bien tout ce sûr. qui est comme ça, là, ça, ce genre de Mm. choses-là, vous avez ça en France, bien évidemment, j'imagine. Ouais, c'est le plan blanc dans le secteur hospitalier.
est un Mm. plan qui permet disons, de mobiliser, on ne va pas dire réquisitionner, mais de mobiliser les personnels soignants, même s'ils sont en congé, parce qu'il Mm. y a un événement majeur. Voilà. Ouais, tout à fait. Mm. Sur l'aspect, justement, intégrer le blackout, hein, dans le PCA, c'est quand je vois pour l'histoire de la pandémie, où justement, normalement, il y avait des plans pandémiques qui devaient être mis en place, et puis quand le Covid est arrivé, les plans pandémiques, ils étaient quasiment pas à jour, voire pas faits du tout, là. Dans le cas justement du blackout, et on en a discuté, c'est des choses qui peuvent arriver quand même assez fréquemment, même si c'est pas à l'échelle d'un pays, en tout cas à l'échelle d'une ville, ça peut être assez facile. Par rapport à ça, est-ce que ça devrait être une obligation pour toi, selon toi, sur les industries, pas celle d'infrastructures sécurisées, normalement avec NIS 2, avec DORA, etc., ils devraient s'y mettre à un moment ou un autre, mais pour les entreprises un petit peu communs du mortel. Pas encore, voilà. Donc, celles qui sont les plus soumises à ces réglementations de continuité absolue, hein, quoi Mm, qu'il arrive, c'est les infrastructures d'État, donc la police, la gendarmerie, enfin tous ces trucs-là. Donc ça s'arrête pas la défense, ça s'arrête mm, pas du tout. Et par extension, ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale. Donc ça, c'est l'État mm, qui désigne les électriciens, les télécoms, les hôpitaux, l'eau, et ainsi de suite, en disant, vous, on a besoin de vous parce que vous êtes une infrastructure. Donc vous avez des droits, par exemple, d'être prioritaire pour ravitailler le groupe électrogène, mm. mais vous avez des obligations, c'est qu'on veut que ça marche. Et donc, vous nous faites un plan B doré sur la tranche, testé, et vous nous le montrez. Voilà, on va dire les choses très rapidement. Et ce périmètre-là s'étend avec Nice 2 et Dora dont on a parlé tout à l'heure, Mm, puisque d'abord c'est plus de secteurs, c'est plus d'opérateurs et leurs sous-traitants. C'est un peu la nouveauté, c'est que mm, mm, maintenant on a compris qu'une boîte pour qu'elle tourne, il faut que le data center qui a été refilé à un GAFAM ou j'en sais rien fonctionne aussi, sinon ça marche pas. Donc ça, c'était l'ancien monde est en train de s'éteindre un petit peu, mm. et le nouveau monde, qui est un monde interconnecté, interopérable, est en train de prendre la place. Alors maintenant, est-ce qu'il y a tout le monde? Non. Est-ce que la boulangerie du coin, si elle n'a pas de plan B, est-ce que c'est un drame d'État? Bah, c'est à la main du boulanger, quoi. Mm. C'est la responsabilité du boulanger aussi, hein. Donc là, après, c'est son assureur qui va lui dire, je vous préviens, si vous n'avez pas de plan B, je vous couvre pas en perte d'exploitation. Enfin, ça peut être aussi ça, Mm. hein. Donc là, il y a d'autres leviers, mais à ma connaissance, en tous les cas, le sujet, disons, est encore assez largement en devenir pour les petits et croît doucement. Voilà. Mm. Maintenant, nous, on est en France, on n'est pas très malin là-dessus, on n'est pas très intelligent sur ces questions-là. Il faut toujours qu'on se prenne une grosse baffe dans la figure pour qu'on Ouais. comprenne. Et donc le Covid nous a fait avancer sur le télétravail, etc. La tempête nous a fait renforcer en 99, hein, sur la solidité des toitures. Alors, Ouais. c'est d'autres sujets, mais enfin voilà. Et si demain matin on a Paris qui est inondé, incontestablement, on va avoir plein de parlementaires qui auront très très envie de serrer les boulons, ce qu'ils n'ont pas du tout envie de faire en ce moment. Mm. Oui, que le temps vient de popper, disons qu'il nous restait plus beaucoup de temps là. Ouais. Donc on va conclure sur ça. C'est un sujet qui est vraiment intéressant, que je trouve de plus en plus d'actualité. Et j'ai l'impression que de plus en plus on va vers ce genre de panne, même si on souhaite être rassurant là. Je vais te laisser dire le mot de la fin parce que je pense que derrière ce slide-là, oui, j'ai plus rien. Donc je vais te laisser dire le mot de la fin et puis après je vais continuer. Bah, alors le mot de la fin, d'abord il n'y a pas de fin à cette histoire, hein. C'est une histoire Ouais, qui clairement. continue. Elle n'a pas commencé non plus avec la panne espagnole, hein. Mm, Ça ne fait que mm, continuer. Donc le mot de la fin, c'est évidemment, faut se préparer à tout ça. Il y a moyen, un groupe électrogène, ça marche très bien, et c'est pas des sommes qui, à l'échelle d'une grande entreprise, sont astronomiques. Un groupe électrogène, c'est pas très cher, hein. mm, C'est pas des sommes absolument monstrueuses pour le mettre en œuvre. Et donc, par contre, il faut se poser les questions avant. Donc, et en se préparant raisonnablement, une panne électrique, ça va, une rupture télécom, ça va aussi, même une cyberattaque, si on a des sauvegardes super propres et on sait faire et on a fait des exercices, c'est pas la fin du monde. Par contre, ce qu'il faut pas faire, c'est rester copie blanche. Donc, mm. pour prononcer le mot de la fin, je citerai un grand homme qui s'appelait Léonard de Vinci et qui disait: ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Ah, ok, intéressant. Je ne la connaissais pas celle-là.
Je te remercie beaucoup, Vincent. Il va y avoir les coordonnées pour te joindre en dessous de la vidéo, donc Oui, n'hésitez pas à très bien. contacter Vincent. Reparle juste 30 secondes là de ce que tu fais et des actualités que tu fais tous les jours, notamment avec Maîtrise de la crise, parce que je trouve que c'est très intéressant et Bah, ce serait intéressant de le nous, on partager. fonctionne. Alors, nous, notre métier, c'est de faire, d'être très en alerte sur les sujets chauds qui montent, et qui ont comme caractéristique d'être systémiques et de concerner tout le monde. Alors, très concrètement, c'est ce que nous fait notre ami Donald Trump en ce moment, Mm. l'instabilité du monde. Est-ce que le Pakistan vont appuyer sur le bouton rouge? Est-ce que la Chine va découper les câbles à Taïwan? Est-ce qu'une pandémie revient? Les cyberattaques, évidemment. Le climat social en France, donc on a des trucs à nous. Les gilets jaunes, c'est une invention française, hein. Mm. Quelque chose qui est tout à fait domestique, et donc on surveille tout ça et on essaie d'anticiper en disant attention, si ça arrive, alors DRH, il va falloir faire ça. Mm. Alors directeur financier, alors patron informatique, communicant, moyens généraux, métiers et ainsi de suite. Et nous, on traduit toute cette veille externe en checklist. Voilà. On fonctionne sur abonnement et les entreprises s'abonnent à ça et elles ont un flux continu en temps réel à l'année avec ou des vidéos ou des checklists, enfin qui tombent en permanence dans une plateforme, quoi. Ok, super. Merci, Vincent. Je te souhaite une Merci à toi. excellente journée parce que maintenant c'est soirée en France, on On y est arrive début tranquillement. d'après-midi, non, oui, Ouais. il est début d'après-midi, ça va. Ok, je te remercie, puis on aura le plaisir d'échanger à nouveau sur ce sujet Avec ou grand sur plaisir. un autre. Merci à toi, bye bye. À bientôt.